Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 20 mars. À la une de l'actualité, décès de 3 militaires lors d'une opération de lutte contre le terrorisme à Timyaouine, Bodj Badji Mourtar. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des victimes. Changement dans la position espagnole dans le dossier sahraoui qui intervient sur fond de pression marocaine. L'ex-puissance administrante n'en est pas à son premier revirement. Les détails tout à l'heure. La classe politique espagnole dénonce la nouvelle position de son gouvernement, un scandale et une position illégale. Le point dans cette édition. Dénonciations nombreuses également sur les réseaux sociaux. Les derniers propos du Premier ministre espagnol pointés du doigt par les internautes, notamment en Espagne, nous fera un tour dans la twittosphère. La fête de la victoire célébrée hier à l'autre côté de la Méditerranée, au consulat général d'Algérie à Paris. Les historiens sont longuement revenus sur cette double victoire algérienne politique et militaire. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses condoléances à l'armée nationale populaire et aux familles des 3 militaires décédés en martyrs sur la bande frontalière dans la région de Timyaouine, Bodj Badji Mourtar, en défendant l'intégrité du territoire national. À Allah, nous appartenons et à lui, nous retournons. Mes sincères condoléances aux familles des martyrs du devoir national et à la famille de l'armée nationale populaire suite au décès du sous-lieutenant de carrière Ikhlef Reda et des caporaux contractuels Tarb Ilyes et Ali Abdelkader Houari, morts en martyrs en défendant l'intégrité du territoire national. Paix à l'âme de nos valeureux shuhada, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à un accrochage avec un groupe terroriste sur la bande frontalière dans la région de Timyaouine, au secteur opérationnel Bodj Badji Mourtar, en 6e région militaire, 3 militaires sont tombés au champ d'honneur. Aujourd'hui, il s'agit du sous-lieutenant de carrière Ikhlef Reda, le caporal contractuel Tarb Ilyes et du caporal contractuel Ali Abdelkader Houari. Et à cet effet, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et proches des défunts, priant Allah le Tout-Puissant de leur accorder sa sainte miséricorde et de les accueillir en son vaste paradis, d'octroyer à leurs familles et proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. On poursuit notre journal par ce revirement dans la position espagnole vis-à-vis du Sahara occidental. Madrid exprime publiquement par la voix de son Premier ministre, Pedro Sánchez, son soutien au régime du Marzane. Dans le dossier sahraoui, une position très surprenante pour les autorités algériennes. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rappel de l'ambassadeur algérien à Madrid pour consultation. Ce changement n'est pas le premier dans l'histoire de l'ex-puissance administrante, mais il intervient cette fois sur fond de pression marocaine. C'est un revirement spectaculaire de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. Contre toute attente, Madrid, qui jusque-là soutenait la solution onusienne garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, exprime publiquement par la voix de son Premier ministre, Pedro Sánchez, son soutien au régime du Marzane sur le dossier sahraoui qui prône l'autonomie de la race sous sa souveraineté. Par ce volte-face inattendu, l'Espagne se range du côté du Maroc et cède ainsi au chantage exercé par le régime du Marzane qui brandit l'épouvantail de la carte migratoire, notamment après l'arrivée massive en mai 2021 de migrants marocains dans l'enclave espagnole de Ceuta après une absence délibérée de surveillance des frontières côté marocain. Pour Madrid, qui a choisi de rétablir ses relations avec le Marzane après une brouille diplomatique de plusieurs mois, la fin justifie les moyens. Le vendredi 18 mars, le gouvernement espagnol a fait savoir qu'il avait accordé le rétablissement de relations avec le Maroc après une crise qui dure 15 mois. Et
qui adoptait ou qui soutenait la position marocaine d'un référendum au Sahara occidental. Cette déclaration est une rupture avec la politique traditionnelle de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, une rupture très grave qui n'a pas le consensus de la plupart des forces sociales et politiques du pays et qui est clairement un péage, une rançon à les demandes du Maroc, en concret pour assurer deux questions stratégiques pour l'Espagne, qui est la première, que le Maroc n'embête pas l'Espagne avec la question de Ceuta et Melilla, avec les deux enclaves, et en second lieu, pour que le Maroc prenne en charge le contrôle migratoire, c'est-à-dire l'externalisation des migrations. Ces deux éléments qui sont prioritaires pour l'Espagne ont été le péage. Cet acte est perçu comme une double trahison historique envers la cause sahraoui après celle de l'accord de 1975. Le 14 novembre de cette même année, soit quelques mois avant le départ espagnol en février 1976, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie avaient signé un accord de partition du Sahara occidental entre le royaume du Marzen et la Mauritanie. Cet accord avait d'ailleurs été condamné par le Front Polisario qui a proclamé la création de la République arabe sahraoui démocratique après le départ des colons espagnols. Considérée comme un grave dérapage, cette nouvelle position du gouvernement espagnol est en totale contradiction avec la légalité internationale, le droit international et l'exercice libre et démocratique par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance prévue lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé, ce qui menace la stabilité de toute la région. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction autour de tout ce qui s'est passé entre le texte de la lettre du président espagnol Sanchez au roi du Maroc et le contexte qui entoure toute ces lettres et tout ce qui s'est passé. Le texte de la lettre n'est pas, à mon avis, aussi grave que le contexte. Parce que s'il est vrai que la lettre exprime un soutien à la position marocaine, c'est aussi vrai que le soutien est conditionné ou l'appui à une soi-disant autonomie est conditionné à qu'elle soit une solution aussi acceptée par le Front Polisario, parce qu'on dit explicitement qu'elle doit être une solution mutuellement acceptable. Donc, ce n'est pas une reconnaissance d'une souveraineté, d'une prétendue souveraineté du Maroc, mais un soutien à une position qui n'est pas la solution lorsqu'elle n'est pas acceptée par le Front Polisario. Donc, mais ça c'est le texte de la lettre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le contexte? Le contexte, à mon avis, c'est le plus grave de tout ce qui s'est passé. Parce que il me semble que la lettre a été envoyée au roi du Maroc avec la condition d'être une lettre secrète. Ce virage brusque de Pedro Sánchez pourrait susciter de fortes tensions au sein même de son exécutif avec ses alliés de la gauche radicale favorables à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et justement, cette nouvelle position contraire au droit international est largement dénoncée, qualifiée de scandale en Espagne. La classe politique est pour le moins que l'on puisse dire révoltée. Les réactions contre la déclaration du chef du gouvernement sur le Sahara occidental sont nombreuses. Bedia Amarni. La classe politique en Espagne et même ailleurs, de même que le mouvement associatif, a vivement critiqué la nouvelle position exprimée par le gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental. Tous réitèrent leur soutien indéfectible à la cause sahraoui et au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est le cas de Ruiz Carlos, professeur de droit constitutionnel en Espagne, qui a exprimé son étonnement et le rejet de la classe politique espagnole de la décision du gouvernement espagnol.
la classe politique espagnole a été étonnée de ce qu'on a connu après la révélation faite par l'Alliance de presse marocaine. Le parti du gouvernement a été surpris parce que cette démarche du gouvernement est tout à fait contraire au programme électoral présenté dans les dernières élections. Et les autres partis de la gauche et de la droite sont aussi surpris. Le parti de la gauche qui est dans la coalition du gouvernement a exprimé son rejet, son étonnement, mais aussi le parti populaire, le parti de centre-droite, qui aussi a exprimé sa stupéfaction devant cette initiative aussi grave, aussi importante, qui n'a pas été débattue et qui a surpris tout le monde. La ministre du Travail espagnole Yolanda Díaz a réaffirmé sur son tweet son engagement en faveur de la défense du peuple sahraoui et des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute solution au conflit doit impliquer le dialogue et le respect de la volonté démocratique du peuple sahraoui. Je continuerai à travailler là-dessus, conclut le tweet de Yolanda Díaz. De son côté, Juan Zorreeta a exprimé son regret devant la nouvelle position de son pays sur le Sahara occidental et mis en avant la réaction de l'Algérie qu'il qualifie d'importante. Je voudrais remercier l'Algérie parce qu'on attendait la réponse de l'Algérie à cette histoire terrible. Et comme toujours, l'Algérie a appuyé, a été toujours du côté des peuples sahraouis. C'est absolument nécessaire de le faire parce que c'est l'espoir qu'un jour le peuple sahraoui puisse exercer les droits d'autodétermination. Alors, ce qu'a fait l'Espagne, c'est de dire je ne suis pas avec les droits internationaux, je ne suis pas avec les droits d'autodétermination. Ce que j'appuie, c'est l'occupation illégale du territoire. Alors, pour l'Espagnol, c'est la honte. Je peux vous assurer que j'ai reçu je ne vais pas vous dire combien de messages de tout le monde, des Espagnols, des politiciens, des gens, des juristes, des copains de l'université qui disent comment c'est pas possible, c'est pas ça, c'est pas possible. Alors c'est ça qui arrive. Pour nous, c'est la honte, encore une fois. Le gouvernement espagnol a trahi le peuple saharaui. Podemos Canarias consideramos una indecencia histórica del presidente del gobierno del Estado español, Sánchez. Au parti Si Podemos, nous considérons que c'est une indécence historique de la part du président du gouvernement espagnol qui a cédé au chantage du roi marocain. Et ils ont décidé du sort du peuple sahraoui sans prendre en considération son représentant légitime, le Front du Polisario. Et ils ont bafoué ainsi les résolutions de l'ONU. Y hay que darle cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas que hablan del ejercicio del derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui. Par ailleurs, la présidente de l'association Les Amis de la Race d'en France se dit extrêmement surprise et choquée. Surprise et choquée de cette décision. En effet, l'Espagne est toujours la puissance administrante. L'Espagne a toujours la responsabilité de la décolonisation du Sahara occidental. Elle a quitté sa colonie espagnole dans des conditions tout à fait méprisables et je trouve tout à fait scandaleux qu'une telle décision soit prise aujourd'hui alors que depuis 45 ans, les Sahraouis luttent pour leur indépendance et l'autodétermination. Je crois que cette décision ne va pas être suivie, ne va pas être possible parce que je connais la mobilisation espagnole en faveur du peuple sahraoui. Je connais l'engagement de nombreuses régions. Je connais l'engagement de centaines de militants et de familles espagnoles qui se sentent tellement coupables de s'être mal conduits en 1975 avec les Sahraouis. C'est-à-dire, c'est une position qui doit être et qui est objet de toute réprobation. Par la part du peuple sahraoui en sa totalité. Donc, dans le cadre du Front Polisario, la République arabe sahraoui démocratique, nous condamnons
avec la plus forte énergie cette position qui se situe en contradiction avec la légalité internationale, les résolutions des Nations Unies. L'Espagne devait se réconcilier avec son histoire, avec sa responsabilité à l'égard du peuple sahraoui, à l'égard du Sahara occidental, en tant que puissance administrante jusqu'à là du Sahara occidental. Et malheureusement, le gouvernement espagnol est allé tout à fait au contraire de tout ce qui est légitime, tout ce qui est logique et tout ce qui est respectable. Puede obligar a que usted sea sensible al drama humano. Le peuple sahraoui vit un drame provoqué par le Maroc devant le silence des différents gouvernements espagnols. Nous voulons que le gouvernement espagnol ait sa propre politique extérieure libre et indépendante et qui ne soit pas dictée par Rabat. Une politique qui défend la légalité internationale et qui ne soit pas complice de la spoliation des richesses du Sahara occidental. Le gouvernement espagnol tient une parole devant le Parlement et il agit autrement avec le roi du Maroc. Les réactions continuent d'affluer. Les Espagnols ont exprimé leur étonnement, leur mécontentement et s'interrogent sur le pourquoi et le comment de cette réaction du gouvernement espagnol. Réaction et surtout dénonciation en cascade sur les réseaux sociaux également. Politiques, journalistes et membres de la société civile ont tenu à se démarquer de la nouvelle position espagnole sur le Sahara occidental. Yasmine Messoudi a fait un tour sur Twitter. Regardez. En cédant face au Maroc sur la question du Sahara occidental, le revirement de l'Espagne enflamme les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, la classe politique espagnole ainsi que la société civile n'ont pas tardé à réagir, exprimant leur incompréhension et leur indignation face à cette décision qu'ils qualifient aussi de scandaleuse et de contraire à la position historique de l'Espagne et au droit international. La ministre du Travail et de l'Économie sociale d'Espagne a réaffirmé lors d'un tweet son soutien au peuple sahraoui, soulignant que la position de l'Espagne vis-à-vis de ce dossier doit émaner d'un dialogue national, tout en tenant compte du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination garanti par le droit international. La secrétaire aux affaires internationales de Podemos, Edoya Villanueva, s'est dit contre la décision du président du gouvernement espagnol, affirmant que la seule solution pour le conflit au Sahara occidental est l'application du droit international qui garantit aux Sahraouis la liberté de décider de leur destin. De son côté, la secrétaire générale du parti Podemos et ministre des droits sociaux, Lone Bellara, a rejeté la décision du gouvernement espagnol, notant que la résolution du conflit au Sahara occidental doit se faire sur la base d'une solution politique juste, durable et acceptable pour tous les partis, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité qui consacrent le droit d'autodétermination du peuple sahraoui que l'Espagne doit respecter. Pour sa part, la journaliste Maria Teresa Pérez a déclaré que c'était au peuple sahraoui de décider de son avenir en respectant les résolutions des Nations Unies et négocier sur les bases de la volonté démocratique du peuple sahraoui. Le chef du parti de gauche Mas País, Íñigo Errejón, a également critiqué le changement de position du gouvernement, soulignant que l'Espagne ne doit en aucun cas être une proie au chantage de la monarchie marocaine et continuer à soutenir les justes revendications du peuple sahraoui. Et 11 blocs parlementaires espagnols s'apprêtent à déposer demain à la Chambre des représentants une demande de comparution du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour s'expliquer sur le changement dans la position de Madrid concernant le conflit au Sahara occidental. Ont rapporté des médias espagnols. Le bloc parlementaire qui est composé de plusieurs partis politiques demande à Sánchez une explication suite à sa décision annoncée récemment sur le dossier sahraoui, dans laquelle il exprime son soutien à la proposition du Maroc de 2007, alors que Madrid affichait depuis des décennies une position de neutralité à l'égard du conflit au Sahara occidental. Et cette décision est bien sûr fustigée par les Sahraouis, une annonce qui s'inscrit en contradiction avec le droit des Sahraouis à l'autodétermination et en violation totale du droit et décisions internationales. La question sahraoui étant une question de décolonisation. Le point dans les camps de réfugiés à Tindouf avec Sofiane Hamoudi.
Le Front Polisario condamne vivement la volte-face de l'Espagne sur la question du Sahara occidental, une position contraire à la légalité internationale et à la solution onusienne garantissant le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui. Les positions officielles sont conformes à la vision de différents acteurs de la société civile sahraoui qui dénoncent énergiquement le revirement de Madrid et apportent son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement espagnol nous trahit. Malgré cela, le peuple sahraoui lutte sans relâche pour son indépendance. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Le gouvernement espagnol renonce au principe de la légitimité internationale, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes prêts à prendre les armes et nous sacrifier pour libérer le territoire sahraoui. L'Espagne est l'ancienne puissance coloniale qui nous a déjà fait subir sa tyrannie. Même si les manœuvres du Marzen se multiplient, le peuple sahraoui est déterminé plus que jamais à poursuivre son combat légitime pour son indépendance. Et c'est la surprise pour l'avocat du Front Polisario, Maître Gilles Devers, a déclaré vouloir déposer plainte auprès des instances internationales contre les autorités espagnoles pour complicité de crimes de guerre. On l'écoute, il est contacté par notre rédaction. Et c'est effectivement une grande surprise parce qu'on ne s'attendait quand même pas à voir le leader socialiste se placer dans les bottes de Franco. Or, c'est ce qu'on voit hier et rejoint la position de Franco en 1975. Enfin, je pense que ces gens-là vivent dans un autre monde. Il faut quand même bien comprendre qu'il y a des arguments, des opinions. C'est une chose, les opinions, mais il y a aussi la connaissance, il y a les faits. Et s'il reste le problème du Sahara occidental, c'est pourquoi? C'est pas parce que l'Espagne, elle pense ceci ou elle pense cela, c'est parce qu'il y a un peuple. Vous imaginez que s'il n'y a pas de peuple sahraoui sur un territoire, eh bien la situation, elle dure comme cela depuis plus de 60 ans. Alors, mais ces gens-là sont dénués de tout sérieux, premièrement. Ensuite, l'Espagne est la puissance administrante nommée par l'ONU. L'ONU qui a dit que c'est un territoire non autonome. Et l'Espagne avait abandonné ce mandat par un accord avec le Maroc, ce qui était complètement illégal. Ils avaient tellement honte que les fameux accords de Madrid, ils ne les ont pas publiés. Et on revient à ça maintenant. Là, pour ce qui concerne le Sahara occidental, c'est du droit international. Et il est lamentable de voir le socialiste Sanchez s'aligner sur les positions de Trump en disant ben, « je me lève le matin et puis je décide de la souveraineté sur un territoire ». Je rappelle que l'Espagne a vraiment c'est un grand État avec lequel on souhaite tous avoir d'excellentes relations, qui a un rôle important dans la paix sur cette région et en alimentant le discours guerrier, parce que c'est un discours guerrier que le discours marocain, vu qu'il veut s'imposer par la force armée, l'Espagne prend une responsabilité qui est lourde. Je rappelle que l'acquisition d'un territoire par la force armée, c'est un crime de guerre qui est défini par le statut de la Cour pénale internationale. Le Maroc n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, mais l'Espagne en est membre de la Cour pénale internationale. Donc nous pouvons la poursuivre pour complice. Et il va de soi que ces discussions-là vont commencer et que le débat va devenir public, mais la question est posée de poursuivre M. Sanchez devant la Cour pénale internationale pour complicité de crimes de guerre, car il donne son appui à l'acquisition du territoire sahraoui par la force armée. Et à M. Sanchez, on lui opposera ce qu'il est en train de signer pour la Russie. Et selon Maître Gilles Devers, cette nouvelle position espagnole est également motivée par les intérêts économiques. Il rappelle toutefois les dispositions de la Cour de justice européenne sur l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union européenne qui n'inclut en aucun cas les territoires sahraouis. On l'écoute. Et je vous rappelle que nous avons obtenu l'annulation de l'accord de pêche signé entre l'Union européenne et le Maroc parce qu'il prévoyait une extension dans les eaux sahraouies. Bon, la pêche, c'est 95% dans les eaux sahraouis, la pêche marocaine. C'est-à-dire que le Maroc n'a de pêche dans ses eaux territoriales que pour 5% de sa production actuelle. C'est considérable. C'est tout du volet dans les eaux sahraouis. Et quel est le voleur? Le voleur, c'est en grande partie l'Espagne, qui a ses grands chalutiers usines et qui fait à lui seul la grande majorité du chiffre d'affaires. Et l'Espagne devrait
devrait bien réfléchir avant d'agir et pas faire l'inverse, parce qu'évidemment, si jamais elle devait maintenir ce point de vue, il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas avoir un point de vue sur terre et un autre sur mer, et les pêcheurs espagnols avec lesquels on cherche à garder une certaine qualité de contact deviendraient les premiers ennemis juridiques, vu qu'il ne sera pas acceptable que les pêcheurs espagnols continuent de venir piller et exploiter les eaux sahraouis en disant que ce sont des eaux marocaines. Une décision espagnole non fondée du point de vue légal et historique, selon l'avocat et historien Bernard Schmitt. Je vous invite à l'écouter. Le gouvernement espagnol a officiellement radicalement changé de position concernant ce territoire en déclarant que cette fois-ci, il considérait que le soi-disant plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc en 2007 pour ce territoire qu'il occupe constituait, je cite, la base la plus raisonnable, la plus réaliste pour l'avenir de ce territoire. L'Algérie a en conséquence rappelé son ambassadeur en Espagne. Or, si je dois réagir à la fois en tant que juriste, avocat et aussi militant des droits de l'homme que je suis, je ne peux que rappeler que la position nouvelle officielle des autorités espagnoles est erronée. Elle n'a pas de base en droit, dans la mesure où le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 et jusqu'à aujourd'hui sur la liste des territoires non autonomes tenus par les Nations Unies, donc autrement dit comme un territoire colonisé. Alors il est vrai que le 26 février 1976, le représentant officiel de l'Espagne a déclaré officiellement auprès des Nations Unies que le Royaume d'Espagne mettait fin définitivement à sa présence sur ce territoire. Ceci dit, il n'a pas été décolonisé puisqu'il a été revendiqué par le Maroc. Le Maroc a revendiqué sa souveraineté sur ce territoire sans demander son avis à la population qui s'y trouvait. Ensuite, l'année prochaine, comme tous les auditeurs, toutes les auditrices le savent, le Maroc a organisé la Marche verte en installant des ressortissants à lui dans ce territoire. Mais donc le vote sur l'avenir du territoire de la population n'a pas eu lieu. Et donc la décolonisation, l'accession à l'indépendance du territoire qui doit pouvoir librement déterminer son avenir n'a pas lieu. Ainsi, je considère comme non fondée en droit international une position qui considère désormais qu'un plan d'autonomie présenté par la puissance occupante pourrait constituer la base de solution du conflit qui dure depuis 1975, dans la mesure où une autonomie à l'intérêt d'un État n'est pas la libre disposition qui doit exister pour la population du territoire. Et pendant ce temps, au Maroc, les manifestations pour dénoncer la misère sociale ne s'arrêtent pas, malgré la répression et les arrestations arbitraires par les forces du Marzan. Exemple avec la gronde des enseignants contractuels à Fès. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique, nous dit Yasmine Massaoudi. Déterminé à obtenir justice, rien ne semble arrêter le peuple marocain qui continue de protester contre la condamnation injuste des 45 enseignants contractuels qui réclamaient de meilleures conditions socio-professionnelles. À l'instar de plusieurs villes du Maroc, des centaines d'enseignants contractuels ont investi les rues de Fès pour crier leur colère et exprimer leur indignation face aux répressions et arrestations arbitraires des forces du régime du Marzan. رجال التعليم لا لشيء الا انهم كيحتجوا اولا الضرب في الحق ديال الاحتجاج الذي تضمنه كل المواثيق الدوليه لان حق الاحتجاج والتعبير. Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Fès pour tenter d'arracher la dignité des enseignantes et des enseignants marocains et pour dénoncer aussi les arrestations et les répressions subies par le corps enseignant de la ville de Rabat. Nous demandons l'intégration des enseignants dans la fonction publique et nous refusons les répressions dont nous faisons l'objet lors des manifestations. Une chose est sûre, nous continuerons notre combat pour obtenir nos droits fondamentaux. النقابيه المناضله اللي كذلك كترفض هذه الممارسات القمعيه والاحكام الجائره والتاكيد على اننا لن نتراجع عن كرامه الاستاذ نعتبرها خط احمر وهذه الاعتقالات السوريه هي مساس. Les poursuites judiciaires sont une atteinte à la dignité des enseignants. Il faut savoir aussi que les enseignants interpellés ont tous écopé de condamnations de 1 à 3 mois fermes. Nos revendications sont claires. Nous voulons la création de postes budgétaires pour les enseignants contractuels. Comme vous le savez, hier, nous avons écouté le porte-parole du gouvernement marocain pour essayer de répondre à nos demandes. Pourtant, c'est un ancien de l'éducation nationale.
Son intervention était totalement contradictoire. كنشوفوا واحد الخطاب اللي هو متناقض وحتى ملي كنشوفوا الخطاب ديالو يعني بين البارحه قبل التنصب ديال الحكومه قبل ما انه يكون في الحكومه واليوم كنشوفوا واحد الخطاب اللي هو متناقض. Le comité national du secteur de l'éducation a dénoncé fermement l'ensemble des poursuites judiciaires infondées et montées de toutes pièces à l'encontre des enseignants contractuels, faisant observer que l'approche martiale adoptée par le Makhzen à l'encontre des enseignants sera vouée à l'échec. Dans le même sillage, l'Association marocaine des droits de l'homme a fait le constat de la poursuite de la dégradation du niveau de vie des Marocains et a condamné les décisions rendues par la justice marocaine contre un certain nombre d'enseignants contractuels protestataires. De son côté, le bureau politique du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudji, le président du Conseil de la Nation, tient à exprimer son étonnement devant la surprenante déviation enregistrée dans la position de l'Espagne envers la juste cause sahraoui et le soutien douteux dont elle a fait montre envers un processus de colonisation condamné par la Charte et la légalité internationale, ce qui constitue une dérive et prise de parti inacceptable contre une cause considérée par les Nations Unies comme étant celle de la dernière colonie en Afrique, reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La dérive de la position du gouvernement espagnol et son alignement avec les thèses du Makhzen s'inscrit en porte-à-faux avec la réalité du terrain, ainsi qu'aux us et aux notions du droit international qui rejettent toute forme de colonisation et de domination, ce qui permet de s'interroger sur les réelles visées de ce revirement douteux qui s'est fait dans le cadre d'un échange au détriment des intérêts des peuples et leur droit à l'autodétermination, en rappelant à la mémoire collective les positions complices similaires à celles vécues l'année 1975, dont l'Espagne doit assumer la responsabilité historique, politique et morale, ainsi que la responsabilité de mettre un terme à leurs répercussions néfastes à l'endroit du peuple sahraoui et toute la région depuis plus de 4 décades. Le Conseil de la Nation, tout en dénonçant cette tendance nouvelle dans la position espagnole envers la cause juste des Sahraouis et leur droit à l'autodétermination, appelle à faire prévaloir la voie de la sagesse en priorisant la voie de la justice consacrée par les lois internationales, notamment la Cour de justice internationale qui a réaffirmé le fait qu'il n'existe aucun lien juridique de manière à influencer la mise en application de la résolution 1514 relative à la décolonisation du Sahara occidental, notamment l'application du droit à l'autodétermination en permettant au peuple sahraoui d'exprimer sa volonté de manière libre et directe. Il appelle par ailleurs le Parlement espagnol à préserver l'honneur et la dignité des parlements ainsi que la crédibilité de l'action humaine parlementaire en révisant cette regrettable et inhabituelle position dans le traitement du dossier sahraoui par l'Espagne. Je rappelle que 11 blocs parlementaires espagnols s'apprêtent à déposer demain à la Chambre des représentants une demande de comparution du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez pour s'expliquer sur le changement dans la position de Madrid concernant le conflit au Sahara occidental. Ont rapporté les médias espagnols, les partis OH Bildu, ERC, CUP, BNG, PNV, Junts, T4, MAS, País, Compromis, Nueva Canarias et Coalition Canaria demandent à Sánchez une explication suite à sa décision annoncée récemment sur le dossier sahraoui dans lequel il exprime son soutien à la position du Maroc de 2007 alors que Madrid affichait depuis des décennies une position de neutralité à l'égard du conflit au Sahara occidental. Dans le cadre de l'activité parlementaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté ce matin le projet de loi portant
organisation, la composante et les prérogatives de la haute instance de transparence, de lutte et de prévention de la corruption. Séance plénière présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. Ce projet de loi vise à mettre en place des mécanismes juridiques pratiques pour faire face à la corruption et remédier au déficit des anciens mécanismes, notamment ceux concernant les enquêtes sur les apparences d'enrichissement illicite en engageant des procédures juridiques contre les suspects. Et sur invitation du général de corps d'armée Salem Ben Hamad Al-Aqil Al-Nabit, chef d'état-major des forces armées qatari, le général de corps d'armée Saïd Chengrihaz, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite de travail à partir d'aujourd'hui au Qatar pour prendre part à la 7e édition de l'exposition et la conférence internationale de la défense maritime DIMDEX 2022. Celle-ci est prévue à Doha du 21 au 23 mars. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées de l'État du Qatar et permettra également aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Coopération, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'amitié de 3 jours en République populaire de Chine, à l'invitation du conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Les deux parties ont échangé les vues de manière approfondie sur les relations algéro-chinoises et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont souligné la profondeur historique et le caractère stratégique global des relations algéro-chinoises et exprimer leur volonté de développer davantage les relations de partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine au mieux des intérêts des deux pays. Par ailleurs, les deux ministres ont insisté sur le règlement de la cause palestinienne conformément aux résolutions de la légalité internationale. Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties ont affirmé leur soutien aux efforts visant à parvenir à une solution durable et juste dans le cadre de la légalité internationale, les résolutions pertinentes, notamment des Nations Unies. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères. La rencontre algéro-chinoise tient son importance du fait que les deux pays ont une convergence de vues concernant les questions d'intérêt commun à l'échelle internationale. Le plus important est que nos deux pays aspirent à œuvrer ensemble, à développer nos relations ensemble et avec nos partenaires. Dans l'actualité également, la fête de la victoire a été célébrée hier de l'autre côté de la Méditerranée. Le consulat général d'Algérie à Paris a organisé une conférence débat sur l'importance des négociations et accords d'Évian dans le processus de libération nationale. Les présents algériens et étrangers sont longuement revenus sur cette double victoire algérienne, politique et militaire. Notre correspondante à Paris, Afef Belhouchet. Commémorer les accords d'Évian à Aïd al-Nasr, c'est tout d'abord en comprendre la genèse et le long processus de négociation qui l'a précédé pendant plus d'1 an et demi. C'est le parti pris dans la formule de célébration retenue par le consulat général à Paris. Le 60e anniversaire, c'était une occasion pour le consulat général de faire le point avec des techniciens, avec des historiens sur les aspects techniques de ces accords et aussi la perception de ces accords par la partie algérienne et par les autres parties concernées. Et c'est archive à l'appui que le conférencier Noufoul Brahim El-Mbili a démontré la double victoire réalisée par l'équipe des négociateurs encadrée par les représentants du GPRA, n'en déplaise à certains révisionnistes en France. L'originalité de ces accords, c'est la double victoire, victoire politique, ensuite victoire militaire. Quand on dit victoire politique et victoire militaire, c'est préserver l'intégrité territoriale, ce qui n'était pas du tout évident. Donc c'est ça qui est à retenir. L'Algérie est sortie victorieuse et intacte par rapport au territoire. Des accords qui ont marqué notre histoire, certes, mais dont l'impact est encore très présent dans une France habitée par son histoire coloniale. Pour autant, les voix des justes, ces Français amis de l'Algérie, continuent à résonner. Membre du collectif des avocats de la FLN à l'époque, Madame Danielle Rhin a gardé un souvenir très net de cette journée. La joie dans les prisons, enfin la fin de la guerre d'Algérie, enfin la possibilité de retrouver leur famille et aussi
la joie que j'ai eue, parce qu'enfin les condamnés à mort ne seraient pas exécutés, pouvaient sortir. 60 ans plus tard, Mohamed Rachid Zegeg, le plus jeune prisonnier politique du FLN à l'époque, rend un hommage appuyé au génie de cette équipe de négociateurs algériens qui ont arraché cette victoire. Je pense que c'est la fierté, l'honneur de l'Algérie qu'ils ont toujours défendu de manière continue, malgré les changements et malgré les bouleversements qu'ont connu les institutions d'État de l'Algérie. Après ceux qui se sont sacrifiés dans le combat de l'ALN ou dans le FLN, c'est bien cette catégorie qui, après l'indépendance, a continué avec beaucoup d'honneur en portant le symbole très haut de l'Algérie indépendante. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.